comme tout bon développeur, quand Timothée a besoin de quelque chose, il pense d'abord à le faire lui-même. Et là, c'est pas un programme, c'est une table. Merci d'accueillir Timothée qui va nous parler de son expérience de menuiserie. Bonjour, merci à tous. Avant toute chose, est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable. Alors, je voulais vous parler d'un sujet qui me titille depuis longtemps. Fabriquer sa table avec plateau Live Edge, tout ce qu'il faut faire ou pas. Alors, revenons un petit peu dans le passé. Dans mon appartement, avec ma compagne, on a une table déjà existante. Et cette table, on l'a depuis des années, mais je la trouve moche. Je la trouve moche parce qu'elle est transparente, elle est octogonale. Je ne suis pas fan. Je la trouve aussi bruyante, parce qu'en verre, donc à chaque fois qu'on pose une assiette en porcelaine dessus, on réveille le quartier. Et troisième petit point, c'est celle des beaux-parents. Donc, 1000 raisons pour en changer. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi n'en as-tu pas acheté une? C'est une question légitime, surtout qu'avec ma compagne, on savait ce qu'on voulait. On voulait une table type style Indus, avec plateau en bois, pied en métal, etc. Vous connaissez probablement. Mais c'est quelque chose de cher. On a réussi à chaque fois à avoir un prix minimum de 1 400 €, ce qui reste un investissement. Mais on s'est surtout confronté à des marchands de tapis. Pourquoi? Parce que quand on allait dans un magasin pour les voir et les toucher, forcément, si tu es bélier, moins 300 €, si tu es un joli petit couple, moins 200 €, c'est votre jour de chance, etc. Donc à chaque fois, on partait d'un prix environ 3 000 € et on arrivait à 1 500. Donc on se disait, que vaut le produit si à chaque fois, même sans même négocier, le prix diminue. Donc face à cette situation qui nous séduisait assez peu, on s'est posé la question de pourquoi ne pas tenter de la fabriquer? Et il s'avère qu'en se renseignant, il y avait une nouvelle tendance, qui n'est plus nouvelle en 2022, qui consistait à fabriquer sa table avec plateau Live Edge. Et pour montrer que c'est une tendance qui émergeait, j'ai fait quelques recherches Google et j'ai comparé les nombres de résultats. On fabriquait sa table en Live Edge, quasiment 23 millions de résultats. Live Edge Table, 1 milliard de résultats. Et face à ça, on a la France va-t-elle gagner la Coupe du Monde? Seulement 12 millions de résultats. Et comment prononcer acide, acétal, ce médicament, 87 000 résultats. Les chiffres sont là, l'intérêt est là, je ne suis pas seul. Eh bien, je me suis lancé. Avant de commencer, donc l'objectif principal de cette présentation, c'est de vous présenter en toute humilité, vous le verrez assez vite, le fruit de mon travail, mais surtout comment j'ai obtenu ce fruit. Mais aussi, donner envie à certains d'entre vous de se lancer dans un petit bricolage, en particulier avec le bois, mais aussi vous donner quelques tips sur comment aborder et réaliser un projet de fabrication. Et enfin, donner envie à d'autres de présenter leur travail. Je sais qu'il y en a chez Bedrock. Vous avez vu, ils ont l'air contents quand même. Avant de commencer, tout petit détail, on se concentrera dans cette présentation uniquement sur le plateau et pas les pieds. Pourquoi? Parce que je les ai achetés tout faits, donc c'est beaucoup moins intéressant. On commence. Quels consommables et quel matériel? Alors, les consommables les plus importants, on aura des plateaux flasheux en épicéa massif, des montants acier UPN, des lamelles, du rubio, et à ça, on peut ajouter de la colle blanche, des vis, etc. Donc, plein de vocabulaire que peut-être tout le monde ne connaît pas, notamment plateau flasheux. Qu'est-ce qu'un plateau flasheux? Si on décompose, on a dans une première partie plateau. En plateau, je suis allé voir la définition de plateau. Il y en a probablement plusieurs, mais il y en a une qui revenait. C'est un sillage de largeur supérieure à 225 mm et d'épaisseur égale ou supérieure à 50 mm. Donc ici, ça décrit le morceau de bois selon ses dimensions. Donc pour pouvoir différencier une planche d'un plateau, c'est bien, mais pouvoir identifier les différences entre une poutre, un chevron, un carrelet, un tasseau, une solive, un madrier, un bastin, une solivette, un lito, une latte, un plateau, une planche, une lambourne, une frise, une planchette, une volige, c'est un autre niveau d'expertise que je n'ai pas du tout et qui n'était pas nécessaire dans ce projet. Et ensuite, flasheux, la deuxième partie. Une flash, qu'est-ce que c'est? C'est une dépression, un creux à l'arête d'une poutre ou d'une pierre. Donc ici, on décrit le morceau de bois selon son aspect, une caractéristique physique. Mon hypothèse, c'est que ce sont ces flashs qui produisent l'effet Live Edge. Si on traduit littéralement, ça veut dire bord vivant. Autre question, pourquoi le choix de l'épicéa? Souvent, les plateaux style Indus, elles ont des plateaux chêne. Bien, pour trois raisons assez simples. La première, c'est la disponibilité. Il s'avère qu'en Chine, oui, directement, la Chine, eh bien, en 2017, vers 2017, ils ont interdit l'exploitation de leur forêt et donc du chêne à cause de l'extension du désert. Ce qui signifie qu'ils n'avaient plus le droit de couper leurs arbres et donc le chêne. Et donc, ils ont dû s'approvisionner autre part, et notamment en France. Donc, il y a quelques années, il n'y avait que 4% du chêne français qui allait en Chine. Maintenant, je crois que c'est 50%. Les scieries françaises n'ont plus assez de bois pour travailler à l'heure actuelle, le chêne. Ensuite, le coût.
On est sur un coût au mètre cube de 40 € pour l'épicéa et de 160 € pour le chêne en 2020. À mon avis, ces prix ont beaucoup évolué. Je n'ai pas réussi à trouver de sources plus récentes. Et ensuite, la facilité à le travailler. Les bois sont répartis en 4 catégories, A, B, C, D. L'épicéa est un bois mou, catégorie A, le chêne, un bois dur, catégorie C. Ensuite, le matériel le plus important. J'ai eu besoin d'une scie circulaire, d'une lamelleuse, d'une ponceuse, d'une défonceuse, mais en plus d'une perceuse, d'une meuleuse, de serre-joints, de grands serre-joints, de tréteaux, etc. Et enfin, l'immatériel, un atelier, de la place, de l'aide, de l'expertise, du temps. Des choses qui s'achètent un petit peu plus difficilement. Est-ce qu'on peut en déduire que j'avais un plan d'action sérieux, travaillé et robuste? Ouais, bien sûr, ouais, dans ma tête. Quel déroulement? Eh bien, j'ai commencé par les achats. J'ai acheté les 3 planches, donc je vais dire planche et pas plateau, 15 kg chacun, donc ça commence à faire. Les pieds, je les ai achetés un petit peu plus tard, mais ce n'est pas important ici. Ces planches, je les ai stockées dans mon garage. Donc c'était bien au niveau de la constance des conditions, mais une planche, quand elle est stockée à la verticale, eh bien, elle face des problématiques, notamment la déformation. Et il y a 2 déformations principales pour le bois, c'est le tuilage et le gauchissement. Le tuilage, c'est quand le morceau de bois prend la forme d'une tuile dans sa longueur, et le gauchissement, c'est quand le morceau de bois prend, donc une planche, la plupart du temps, une forme d'hélice. Donc pour revenir à un joli parallélépipède, pour faire une table, c'est quand même pas mal, eh bien normalement on utilise ce qu'on appelle une dégauchisseuse, qui est une grosse machine que je n'ai pas du tout, qui sont relativement difficiles d'accès pour le commun des mortels comme moi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai empilé les 3 planches et j'ai mis des sacs de ciment dessus. Voilà. Ça a très peu marché, mais je dormais un peu plus tranquille. Ensuite, le sciage. Donc, scier, c'est facile, tout le monde a déjà donné un petit coup de scie tranquillou. Par contre, scier droit et perpendiculaire à la surface une planche de 5 cm d'épaisseur sur 2 mètres de long, beaucoup moins facile. Pour cette opération, j'ai utilisé une scie circulaire. Une scie circulaire, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous n'en avez jamais vu, vous en avez probablement déjà entendu. Ça fait beaucoup de bruit. Et en fait, pour suivre le chemin le plus rectiligne possible, eh ben, j'avais un montant en acier que j'ai utilisé pour faire un rail grâce aussi à des serre-joints. J'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez droit, mais ce n'était pas parfait. On voit quand même l'ébauche du plateau final sur la photo. Donc j'ai gardé les 2 grands bords avec le live edge. Donc j'ai donné 4 coups de scie. Ensuite, opération de lamellage-collage. Donc cette opération, elle consiste à encastrer les planches entre elles pour avoir plus qu'un seul rectangle de bois. Pour cela, j'ai utilisé de la colle, mais aussi des lamelles. Des lamelles sont des petites pièces en bois, en hêtre, qui font office de cheville. On les voit bien dépasser ici. On en voit 3. 1, 2, 3. Et ces petites pièces, elles vont s'insérer dans des encoches dans l'épaisseur de la planche. Et pour faire ces encoches, on utilise une lamelleuse, qu'on appelle aussi fraiseuse à lamelles. Pour expliquer très simplement, en fait, en venant appuyer l'outil contre l'épaisseur de la planche, la fraise, qui est ici un disque, va venir usiner une encoche en forme d'arc de cercle d'environ 3 cm de profondeur. On voit que grâce au grand serre-joint, j'essaye de serrer le plus possible les planches. On voit un petit peu de colle qui dépasse, mais ça, ce n'est pas problématique. Et j'ai dû utiliser des petites astuces. Là, on voit la tranche. Pour ne pas abîmer le bord live edge avec mes serre-joints, mettre des petites planchettes pour pas que ça fasse des encoches parce que j'ai trop serré. Parce que là, 45 kg de bois, on peut y aller au serrage. Ensuite, une première étape de ponçage pour enlever un premier niveau d'impureté avec un disque à gros grains. Le grain, ça exprime la finesse souhaitée après le ponçage. Plus c'est élevé, plus c'est fin, donc plus le bois sera doux finalement. Ensuite, une étape de défonçage. Alors, dans l'objectif de rigidifier le plateau, je souhaitais ajouter 2 renforts en acier perpendiculaires à l'axe principal du plateau. Et pour ça, j'ai utilisé une défonceuse. Une défonceuse, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de creuser un trou non traversant sur une surface plane. La fraise, ici, qu'on voit ici, elle est cylindrique et elle va rentrer dans la matière et elle va l'usiner en même temps qu'on se déplace. Ici, on voit à l'œuvre avec de jolis vêtements. Et on voit encore une fois qu'on a bricolé, avec mon frère et mon père, on a bricolé des rails pour que je puisse faire un trou non traversant le plus droit possible. Encore une opération de ponçage. On ne poncera jamais assez, vous le constaterez, aidé par ma compagne. Donc là, on voit qu'on n'a qu'un seul morceau de bois, donc ça commence déjà à être vraiment très satisfaisant. On voit aussi qu'on a enlevé l'écorce. Pour l'anecdote, organisé comme je suis allé acheter les montants en acier au milieu du chantier.
Forcément, j'ai dû agrandir les trous faits à la défonceuse après coup. Super, j'ai perdu du temps. Une fois les montants récupérés, mon père il m'a donné un coup de main, donc mon papa qu'on voit ici, qui a des jolis vêtements aussi d'ailleurs, il m'a donné un coup de main pour les percer et aussi meuler des congés. Donc un congé, qu'est-ce que c'est? C'est une forme arrondie au niveau d'un angle. Donc si on a un morceau de bois ou de métal comme ça, qu'on veut, et on ne veut pas un angle saillant, eh bien on va faire un congé. C'est le border radius CSS du bricoleur. Et vu que les montants vont être sous la table, en fait, vu que les montants vont être sous la table, il ne faudrait pas que quelqu'un qui s'assied vienne voir son pantalon déchiré parce qu'on a encore des angles saillants. Un coup de nettoyage au dégraissant acier, un petit coup de peinture, et bébé, oui, voilà, j'avais un bébé de 1 ou 2 mois, donc c'est parfait, j'avais tout le temps que je voulais pour bricoler, qui surveille le chantier pendant que les montants sèchent, mais pas trop près parce que ça pue. Ensuite, on fixe les montants. Ça s'est très bien passé, mais on voit qu'il y a une problématique qui apparaît, notamment l'apparition d'une fente. On ne va pas s'arrêter là, hein, on va reponcer un petit coup, on ne le fait jamais assez, et ensuite, l'objectif, c'était de boucher les trous et les fentes. Donc, pour ça, j'ai concocté une mixture à base de colle blanche et de la poussière de ponçage récupérée lors des opérations précédentes. C'est très efficace parce que ça a la même couleur que le bois original. On voit ici que j'ai pu reboucher notamment les jonctions entre les planches, que j'avais les coller, mais aussi la grosse fente du milieu parce que la planche du milieu avait beaucoup tuilé. On reponce un petit coup, hop, jamais assez. Mais là, pas de lop. Désastre, hein. Je me suis rendu compte que la mixture, en fait, elle n'avait pas du tout la même dureté que le bois. C'est-à-dire que quand je donnais un coup de ponçage, eh ben, j'usinais le bois tout autour de la mixture, mais pas la mixture. Donc là, grosse panique. Et heureusement, papa, je crois que tu me regardes. Merci papa. Il m'a conseillé ce que font tous les papas. Bah, lis la notice. Bon, bah, on a lu la notice et on a découvert que la colle blanche peut se dissoudre avec du vinaigre blanc. Donc heureusement, petit coup de pinceau, ça a pris 1 heure ou 2, mais on a pu enlever ce qui dépassait de mixture. Donc, avec le vinaigre blanc, bah, on grattait avec une petite raclette Tefal. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, cette présentation n'aurait pas pu voir le jour sans Tefal, qui la sponsorise, hein, grâce au code de raclette Pierrade que vous trouverez dans la description. Profitez de moins 20% sur les batteries de casserole compatibles d'induction. Non, je plaisante. En réalité, ce petit objet que mon père gardait depuis, je pense, 20 ans dans sa caisse à outils et qui n'a jamais été utilisé, a enfin servi. Trop content. Il va pouvoir le justifier auprès de ma mère, ça va mal se passer. Voilà, c'était le MVP du chantier, hein, ce petit objet. On continue, donc résultat complètement dégueulasse, très déprimant, mais bon, on va encore poncer un petit coup. Et là, je ponce avec du gros grain, du petit grain, etc., dans l'objectif d'avoir une surface impeccable pour l'étape suivante, l'application de l'huile de protection. Donc pour protéger la table dans le temps, j'ai opté pour ce qui s'appelle du Rubio monocote. C'est un mélange qui s'applique en une couche unique, donc ça c'est très pratique, et qui opère en fait une transformation moléculaire du bois en surface. Et ça, ainsi, les liquides qui pourraient couler dessus peuvent s'essuyer facilement sans s'infiltrer. Pour avoir fait couler de la betterave dessus sur la table, c'est très efficace. Là, on voit, je suis vraiment très content. Pourquoi? Parce qu'on s'apprête à transporter le plateau dans le van de mes parents pour l'amener dans mon appartement. À noter que le chantier, il était à Caluire chez mes parents et moi, j'habite à Lyon. C'est rentré dans l'ascenseur jusqu'à l'appartement à quelques centimètres près. Donc là, on a un plateau lourd, hein, 45 kg de bois plus deux montants d'à peu près 8 kg. Ensuite, je fixe les pieds, et pour fixer les pieds, j'ai rien trouvé de mieux qu'une fourchette de cuisine pour apporter les vis au fond du pied et les récupérer avec le tournevis dans les trous qu'on voit à droite. Parce que rentrer à la main, là, c'était pas possible. J'étais assez content de mon coup. Voilà, j'ai fait cuistot menuisier, grosse innovation. Ensuite, j'ai dû patienter comme un idiot dans mon appartement, sans table, avec une table à l'envers, qu'on ne peut pas utiliser. Là, j'avais vraiment hâte. Mais heureusement, là, je vois, après une semaine, un beau-frère qui m'aide à la retourner. Et là, vraiment, alors c'était pas pour fêter le retournement de la table, hein, mais vraiment trop content, hyper fier. L'objet trône fièrement dans le salon. Je vous fais pencher la tête. Donc vraiment super content. Si on regarde la slide précédente, là, on voit bien le côté Live Edge. Et ça, c'est la classe. En plus, c'est au niveau de l'entrée, je peux bien me la péter. Donc vraiment super content du résultat. Quel coût pour cette table? C'est une question qu'on peut se poser. 4 postes de dépenses. Premier, dépenses matérielles annexes. Donc ça, c'est le carburant pour faire les courses, les disques de ponçage, etc. Ensuite, les pieds, 243 €. J'ai pu profiter d'une promo lors du 14 juillet, c'était cool. Le bois que j'ai acheté très cher pour ce que c'est. Hein. Très très cher pour ce que c'est. Mais bon, je l'ai acheté à Leroy Merlin. Mauvais bail.
Bon, j'avais des promos, j'avais des réductions, c'est cool, mais si vous achetez autant de bois, ça vaut le coup d'aller passer un jour en Syrie pour le récupérer, parce que là, c'était vraiment cher. Mais l'avantage, c'est qu'il était vraiment disponible facilement. Ensuite, dépenses matérielles diverses, ça inclut le rubio, hein, les serre-joints, la colle à bois, l'acier, etc. Donc on a une assez jolie répartition, un tiers, un tiers, un tiers, pour un total de 700 €. 700 €. Bravo, oui et non. Est-ce que c'est une table bon marché? Pas vraiment. À 700 €, on peut quand même acheter une jolie table. Une table dans le commerce, hein, elle sera peut-être légèrement plus chère, voire du même ordre de grandeur. Ici, il ne faut pas oublier que j'ai utilisé de l'épicéa et pas du chêne. Et aujourd'hui, une belle table style Indus, elle sera en chêne, et c'est ça qui fait monter le prix. C'est vraiment ce matériau-là. Mais gardons en tête que l'objectif, il n'était pas uniquement pécunier. Moi, j'étais hyper content de faire ce travail-là. Quelle durée? J'estime, vraiment à vue de nez, avoir mis 6 jours pour le faire. 6 jours, c'est plutôt long. Mais il faut inclure dans cette durée les déplacements jusqu'à l'atelier, à chaque fois déballer le chantier, remballer le chantier, aller récupérer les outils, parce que moi, j'avais quasiment aucun outil. Donc, auprès de mon père, de mon frère, la ponceuse, c'est une Festool, c'est du super matos. Je l'ai loué sur le bon coin. Donc, à chaque fois, en fait, il y avait beaucoup de déplacements et de choses comme ça. Et à ça, il faut ajouter mon manque d'expertise, ce qui signifie que parfois, je devais poser de l'aide, poser des questions pour demander de l'aide, attendre les réponses, etc. J'estime que ce projet, il est complètement faisable en 2 jours. Un premier jour pour faire les courses, le sciage, le lamellage collage et le séchage de la colle. Puis le lendemain, du ponçage, on renforce avec les montants en acier, on reponce, on rebouche les trous, on reponce, on applique le rubio, on fixe les pieds et on prend un bon goûter sur la table. Donc voilà, je sais que si je le refaisais, je m'organiserais aussi mieux. Parce que c'est 2 jours, c'est sous réserve d'avoir tout à disposition. Ce qui nous amène à quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce projet? Alors d'abord, 2 questions en suspens. La France, bien sûr qu'elle va gagner la Coupe du monde, et ça se prononce acide acétylsalicylique. 3 enseignements. Le premier, c'est que je conseillerais d'avoir tous les consommables à disposition dès le début. L'avantage, c'est qu'on peut avancer sans se dire est-ce que je vais récupérer telle ou telle chose. On peut avancer sans se poser de questions. Le petit inconvénient que je vois, c'est qu'il y a moins d'adaptation possible en cours de route. Si par exemple, on ne veut plus des montants acier, mais dans un autre matériau, je ne sais quoi, on les a déjà achetés. Voilà. Ensuite, avoir le matériel. Moi, j'ai beaucoup récupéré de matériel à droite à gauche, mais si on l'a directement à disposition, ça évite les blocages de chantier et donc les frustrations. Et enfin, avoir un plan d'action, un planning prévisionnel. Alors attention, inutile d'être précis à la minute près, ça ne sert à rien du tout, mais souvent ça permet d'éviter les oublis en amont du chantier, notamment pour s'assurer qu'on a bien tous les matériaux et tous les outils. Mais alors, et vous? Eh bien, lancez-vous. L'objet fabriqué avec ses mains, il n'aura pas la même valeur que l'objet qu'on a acheté. C'est aussi l'effet IKEA. Et la fierté ressentie, elle est vraiment satisfaisante. Je pense que je sais de quoi je parle. Mais aussi, faites-vous aider. Voir et comprendre les erreurs des autres, ça peut permettre indirectement de progresser. Alors, regardez ma présentation, vous avez beaucoup progressé, je pense, le nombre d'erreurs que j'ai fait. Et ensuite, soyez fiers, présentez votre travail. Dans l'assemblée, il me semble qu'il y en a un qui a fabriqué son barbecue avec un pied à bétonnière récupéré et un bidon d'huile géant, un autre qui a fabriqué lui-même son silo à granulés pour chauffer sa baraque de 200 m². Moi, je trouve ça trop bien et j'invite les personnes qui ont fait ça à présenter leur travail aussi. J'en ai terminé et je vous écoute si vous avez des questions. Alors, on a pas mal de questions. Malheureusement, on aura le temps pour seulement 2 et on vous invitera à poser les questions en direct N'hésitez pas. À Timothée. La première question de mon compatriote Tony. Pourquoi ne pas utiliser des tourillons à bois pour un montage, démontage des pieds? Question que je ne me pensais jamais poser en LFT, mais vas-y. Alors, je ne me suis pas posé cette question, mais je ne regrette pas de les avoir scellés, en quelque sorte, pour ne pas avoir à les démonter. Pourquoi? Parce que l'appartement, avec ma compagne, on est propriétaire, donc a priori, on ne va pas bouger de sitôt. Et ensuite, je me dis que, vu la qualité du plateau, il va rendre l'âme. Il ne va pas rendre l'âme dans 20 ans, mais avant. Et donc, je démonterai les pieds pour les utiliser sur un autre plateau. Ok. Et une deuxième question d'Alexis. As-tu fait un tour dans les scieries de la région ou des fournisseurs de bois du coin, histoire de rester dans du local? Pas du tout. Pas du tout. En réalité, je ne sais pas d'où vient l'épicéa que j'ai acheté. C'est vrai que ça, c'est pas ouf. Je me suis posé les questions un peu tard, quand j'avais déjà acheté. Je sais que la prochaine fois, j'irai voir dans les scieries locales. Même autour de Lyon,